Il se trouve que j'ai bien connu Wassila, dont on dit je sais beaucoup de mal. Moi, j'ai eu son bon côté. Elle était une amie, j'ai eu beaucoup d'amitié pour elle, sans me faire des illusions absolument complètes, mais c'était une femme libre, et c'est ça que j'aimais en elle. Elle était née en 1908, dans un pays où les filles n'allaient pas à l'école, ou tout à fait au début en tout cas. Elle avait une très grande affection pour la culture, et je crois que ce qu'elle m'a dit dans ce livre, elle ne m'a pas tout dit, mais moi je suis convaincue que ce qu'elle m'a dit était sinon une vérité absolue qui n'existe pas, au moins sa vérité et d'une certaine façon la vérité. Ça s'est passé de la façon suivante. J'étais à Marseille, étudiante, avec, j'ai rencontré Béchir Daoud, que j'ai épousé, et qui a été le père de mes enfants, et Mondar Benabar, qui étaient des amis d'enfance. Et donc c'est comme ça que très vite j'ai connu Wassila et Neïla. Et j'ai été médecin à Tunis, j'ai été radiologue à Tunis pendant 40 ans finalement. Et je rencontrais Wassila avant son mariage, et quand j'allais la voir relativement souvent, et elle me racontait toujours des histoires, je lui posais des questions, elle me racontait des histoires qui me passionnaient sur sa vie d'enfant, sur sa vie de jeune fille, et sur Bourguiba, qu'elle admirait profondément, et que tout le monde admirait à l'époque. Et un jour, quand elle a épousé Bourguiba, en tout cas elle a été au palais de Carthage, et j'ai continué à aller la voir, et elle continuait à me raconter, je lui posais des questions, elle continuait à me raconter les histoires de la politique, de sa famille, etc. Et un jour je lui dis, écoute, c'est dommage de me raconter des histoires perdues comme ça, est-ce que tu ne veux pas qu'on les enregistre? Elle m'a dit oui. Il n'était pas du tout question de publication, hein, mais pas non plus l'interdiction. Ça a été très libre. J'ai pris un petit enregistreur, et pendant une vingtaine d'entretiens, je lui ai posé des questions qui sont dans ce livre. Donc c'est un livre, en réalité, extrêmement ouvert, puisque je n'ai pas fait j'ai fait très peu de commentaires, j'ai posé des questions et j'ai reçu ses réponses. Et ces réponses m'ont paru intéressantes, je les ai tapées sur ma petite machine de l'époque et j'ai fourré ça dans un coin. Ce sont des entretiens de 1972-1973, donc ce sont de vieux entretiens, j'ai mis ça dans un coin. Et il se trouve que Monsef Guelati, qui est un éditeur et un ami, et qui est copain avec les enfants, m'a dit un jour, écoute, il paraît que tu as un entretien avec Wassila. J'ai dit oui, j'ai un entretien avec Wassila, j'ai des entretiens avec Wassila. Il l'a lu, il m'a dit c'est le moment de publier. Et moi, je n'avais pas envie. Je lui ai dit, écoute, moi je vais en Tunisie librement, j'ai aucun ennui, je ne veux pas avoir d'histoire. Elle dit, mais non, la presse est libre, il n'y a pas de raison que tu aies dit. Bref, je me suis laissé convaincre. Et voilà, et ce livre a eu en Tunisie, effectivement, un assez grand succès, puisqu'il est pratiquement épuisé à l'heure actuelle. Et voilà. Si vous voulez me poser des questions, je réponds aux questions, plus que qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de particulier. En tout cas, c'était vraiment quelqu'un de libre, et qui répondait librement aux questions. Elle m'a raconté le coup de foudre de Bourguiba.
Je lui ai dit, et toi? Elle m'a dit, moi, pas du tout. Et tout a été comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je crois que ce qu'elle m'a raconté, encore une fois, elle ne m'a pas du tout raconté, tout ce que je lis à droite et à gauche, et en partie dans le livre de Sophie Dessy, c'est ce que j'entends sur elle. Il y a un certain nombre de choses que je sais ne pas être tout à fait exactes, parce que j'y ai assisté. Moi, j'ai assisté à ça. Mon ex-mari, Bécher Daoud, était le médecin de Bourguiba. Moi, j'ai été son radiologue. Il racontait aux gens que j'étais la seule femme à qui il avait obéi. Parce que quand il venait se faire radiographier, je lui disais, mate ma face. Je ne respirais pas. Et qu'il obéissait. Voilà. Donc, moi, je les ai connus amicalement. Et donc, je sais qu'un certain nombre de choses sont vraies, d'autres sont peut-être pas vraies, j'en sais rien. Et je ne peux pas aller au-delà de ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci d'avoir organisé ce débat et de m'y avoir invité. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à dire aussi. Peut-être un peu... Non, je ne vais peut-être pas parler de Bourguiba lui-même, on va avoir l'occasion d'en parler pendant le débat, mais peut-être du livre et de son histoire, parce que c'est peut-être ça qui manque pas totalement d'intérêt. D'abord, cette biographie de Bourguiba a eu un intérêt à l'époque où elle a été publiée, non pas parce qu'il n'y avait jamais eu de livre sur Bourguiba, il y a une littérature sur Bourguiba extrêmement abondante, à commencer par sa biographie officielle, celle de Mohamed Sayer, qui a fait 23 ou 24 volumes, si mes souvenirs sont bons, donc effectivement, c'est-à-dire toute sa vie. Et puis d'autres ouvrages, donc la littérature sur Bourguiba est une littérature extrêmement abondante. Mais à l'époque où, avec Souhaib El Hassan, nous avons commencé à travailler sur ce livre, d'abord Bourguiba était encore au pouvoir. Quand nous avons commencé à travailler, en fait, mais par le hasard des choses, il a été publié très peu de temps après, 1 an à peu près après sa destitution. Enfin, le premier tome a été publié 1 an après sa destitution, et le second 1 an et demi après, quelque chose comme ça. Mais donc, et nous, là, quand nous l'avons écrit, donc quand nous avons commencé l'enquête, etc., il était encore au pouvoir, et c'était la première biographie non autorisée, la première biographie indépendante. Je crois que c'est ça qui a présenté l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire que, nous n'étions pas, pour la première fois, nous n'étions pas des hagiographes, mais nous étions des biographes. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que nous avons eu un certain nombre de difficultés, on va dire, à l'époque de l'enquête. C'est-à-dire que l'enquête s'est effectuée de quelle façon? Évidemment, des lectures historiques. Je suis moi-même historienne, donc ce biais-là, heureusement, est un des axes de ce livre, dans la mesure où il ne s'agissait pas de Bourguiba de l'actualité, mais d'une réelle biographie qui commençait bien avec sa naissance, qui ne s'est pas achevée avec sa mort, puisque ça a été publié avant, mais qui commençait à sa naissance. Donc, évidemment, toute la littérature historique de l'époque, pas seulement sur Bourguiba, mais sur toute l'époque coloniale et les débuts de l'époque postcoloniale. Et ensuite, comme ce travail d'enquête avait commencé début 86, quelque chose comme ça, fin 85, eh bien nous avons traqué, parce qu'effectivement il commençait à être assez vu à l'époque, tous les contemporains de Bourguiba, et tous ceux qu'il avait connus. Et effectivement, nous les en avons interviewé énormément, qui sont depuis, d'ailleurs, qui ont depuis disparu, évidemment, hein, puisqu'ils avaient, et donc des compagnons qui avaient rompu avec lui, donc de l'époque coloniale, d'autres bon, qui étaient devenus ses hommes liges, etc. Donc nous avons une documentation écrite, une documentation orale extrêmement importante et qui est assez peu sourcée dans cet ouvrage, parce que comme Bourguiba était encore vivant au pouvoir, les 3/4 des gens nous avaient demandé de ne pas les citer. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont sourcés en notes, mais beaucoup ne sont pas sourcés. C'est une difficulté d'ailleurs au point de vue méthodologique et scientifique, mais on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Voilà, et puis évidemment, à l'époque, moi j'étais
encore journaliste à l'époque, et Sorel aussi, et donc nous travaillions quotidiennement sur la Tunisie contemporaine, sur la Tunisie de l'époque depuis des années. Donc évidemment, il y avait, donc voilà, c'est le résultat de cet ensemble de matériaux qui fait cette biographie. Donc, et alors, en fait, je disais, c'était la première biographie indépendante. C'est-à-dire que ce qui vraiment m'a guidé, c'était de démythifier l'histoire, surtout éviter toute tendance géographique, même si des gens comme moi, des gens de ma génération, etc., sont tous quelque part bourguibistes. Mais il fallait ne pas l'être dans l'écriture et ne pas l'être dans la recherche, bien sûr. Même si, et d'ailleurs, cette volonté forte de distanciation, surtout d'ailleurs, ce qui est très intéressant, a valu à ce livre énormément de critiques, énormément parfois d'insultes, y compris d'ailleurs venant de la famille de Cuba, non pas comme on pourrait le croire pour la période post-coloniale, mais pour la période de la colonisation, c'est-à-dire sur tout ce qui touche aux ambiguïtés bourguibiennes historiques, ses relations avec l'Italie, ses ambiguïtés durant la Seconde Guerre mondiale, s'il y en a eu, etc. Je crois que c'est ça qui nous a valu, parce que ça détruisait peut-être le mythe bourguibin plus que d'autres épisodes. Bon, parler de l'autoritarisme bourguibien, c'est pas un scoop. Hein, c'est quand même, même les plus acharnés des bourguibistes n'ont jamais prétendu que Bourguiba était un démocrate. Donc c'est quand même assez difficile. Donc il y a eu ces difficultés-là, mais des historiens et des historiennes nous avaient précédé dans ce travail d'élucidation d'un certain nombre d'épisodes un peu ambigus, obscurs de l'histoire de l'épopée bourguibienne. Alors la deuxième, donc c'est toute la première partie, puisque la première édition de ce livre était en 2 volumes. Donc le premier volume s'arrêtait en 1957, au moment de la proclamation de la République, enfin indépendance république, cette année charnière. Et puis le deuxième volume, c'était jusqu'à la chute de Bourguiba. Et alors bon, là, il était beaucoup plus proche de l'actualité, et nous avons essayé donc de restituer, d'une façon très différente d'ailleurs de celle de Samir Robel, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, aussi l'ambiguïté bourguibienne, mais disons dans le genre littéraire biographique, et donc pas dans le genre littéraire analytique. Alors, et puis pendant des années, bon, il était épuisé, et donc j'ai eu envie de le republier, ce qui a été fait, et j'ai beaucoup hésité au moment de cette republication en me disant, est-ce que je retouche ou est-ce que je ne retouche pas? Et c'est là que c'est peut-être une des indications de la richesse de l'histoire de Bourguiba, et le fait que le sujet est loin d'être épuisé. Je me suis dit, non, je ne peux pas retoucher, parce que sinon je vais écrire un autre livre. Ça ne va pas. 20 ans plus tard, écrire un livre sur Bourguiba en 2010, hein, puisque la décision de la republication a été prise en 2010, ça ne peut pas être un livre sur Bourguiba écrit en 1988, 87, 88, c'est impossible. Et donc en fait, alors pourtant, durant toutes ces années-là, il y a une très abondante bibliographie bourguibienne puisque après sa destitution, en fait, toute personne qui l'avait approché de près, de loin, intimement, personnellement, politiquement, etc., a écrit un bouquin, mais dans le genre littéraire, Bourguiba et moi. Voilà, il y a eu énormément, il y a toute une production, Bourguiba et moi. Donc ça pouvait être Bourguiba et moi politique, Bourguiba et moi personnel, Bourguiba et moi, bon, donc ça, il y a eu énormément de choses, bon, qui ont toutes des valeurs des témoignages, c'est-à-dire que ça sera un matériau pour l'historien. Voilà, hein, quel que soit, on peut trouver que les bouquins sont bons, sont pas bons, sont très bons, sont moyens, mais la question n'est pas là. Je veux dire, ou disent une vérité, ne disent pas de vérité du tout, mais ça, tout ça sera un matériau pour l'historien, et moi je pense que Bourguiba, le personnage méritera, bien sûr, dans les années qui viendront, d'autres biographies, de nouvelles biographies, incontestablement. Donc, si j'avais écrit un autre livre, j'aurais pas écrit autre chose sur sa vie, en fait, que ce que j'ai écrit dans ce bouquin-là, parce que bon, de toute façon, il y a du fait, donc, mais j'aurais peut-être davantage insisté sur ce qu'il a laissé, sur l'héritage. Parce que, effectivement, en 88, disons, la distance était peut-être encore trop courte pour travailler sur l'héritage, sur le legs bourguibien. Et j'aurais davantage, ce que j'ai essayé de faire dans la très courte introduction d'ailleurs que j'ai faite à la seconde édition, c'est
insister sur ce legs bourguibien. Au fond, il a laissé quoi? Il a laissé quoi? Et la Tunisie lui est redevable en bien ou en mal de quoi? Et je crois que c'est ça qui était extrêmement intéressant, parce que si l'on regarde les événements qui se produisent en Tunisie depuis 2 ans, la révolution et ses suites, pour lire la révolution et les suites de la révolution, il faut lire la période Ben Ali. Il faut lire parce qu'elle est une résultante directe, beaucoup plus directe. La forme des événements qui ont eu lieu en Tunisie depuis 2 ans sont vraiment un héritage, alors cette fois-ci totalement direct de Ben Ali. Or, Ben Ali est un héritier de Bourguiba, incontestablement. Et que justement, peut-être, la partie sombre du legs bourguibien, cette partie non démocratique, a fait que Ben Ali a mis ses pantoufles, ses pieds dans les pantoufles de Bourguiba, c'est-à-dire que Bourguiba lui avait laissé un embryon tout près de dictature. Même si l'on peut dire que Bourguiba, on a surutilisé le terme de despote éclairé, bien sûr, mais c'est pas faux non plus, hein, ce despotisme éclairé, tandis que Ben Ali était un despote, mais le terme d'éclairé ne lui convenait pas peut-être aussi bien qu'à Bourguiba, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même un héritier, et il faudra faire l'analyse de ce que le régime de Ben Ali doit à Bourguiba. Je crois que cette analyse n'a pas encore été totalement faite, et en même temps, évidemment, la résistance à Ben Ali est aussi un héritage de Bourguiba, en particulier. Donc, ça montre toutes les ambiguïtés, toutes les richesses du personnage, tout ce que la Tunisie lui doit. Et puis je me suis demandé, qu'est-ce qu'il aurait fait devant cette révolution? Première chose, évidemment, il aurait réagi extrêmement négativement. C'est-à-dire Bourguiba était un homme d'ordre, détestait le désordre, et il aurait réagi devant les prémices de cette révolution, comme il avait réagi en janvier 1978, comme il avait réagi dans un premier temps en 84, en 83, évidemment. Il aurait réprimé d'abord. Mais cette révolution lui doit beaucoup. Et ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux tunisiens d'aujourd'hui, sont aussi des enjeux qui sont dus à Bourguiba. Si la résistance à un nouvel épisode dictatorial à coloration religieuse en Tunisie est plus importante qu'ailleurs, elle ne doit pas seulement à Bourguiba. Évidemment, la Tunisie le doit à toute une histoire dans laquelle s'inscrit Bourguiba, mais elle le doit aussi au legs bourguibien, incontestablement. Et ça, je crois que c'était très intéressant. Et peut-être que le livre à écrire aujourd'hui, c'est en quoi cette révolution aujourd'hui se situe à la fois, en même temps, dans la filiation anti-bourguibienne, qui est la filiation gloucéfiste, qui est, etc., toute une partie, et à la fois dans la filiation bourguibienne. Et comment les contradictions de cette révolution, de ce qui suit, se situent dans cette double tradition, dans cette double filiation, qui en fait justement, qui fait la violence de l'affrontement, parce que c'est un affrontement à la fois nouveau et ancien pour la Tunisie, me semble-t-il. Et avant de finir, je voudrais juste dire un mot sur les, si vous me le permettez, sur les bouquins, les 2 autres bouquins. Moi, j'ai trouvé très intéressant le bouquin sur Wassila parce que justement, effectivement, il y a une liberté qui m'apparaît très intéressante pour analyser ce qu'est la Tunisie. Parce que la Tunisie a produit une Wassila. Je veux dire, c'est une Tunisienne pure, jeu. Avant Bourguiba, elle s'est produite toute seule. Tout à fait, elle s'est produite toute seule. Ce n'est pas Bourguiba qui a produit aussi, là, on est bien d'accord. Je dis c'est la Tunisie, mais quand je dis c'est la Tunisie n'est pas superposable uniquement à Bourguiba, il ne faut pas exagérer, même s'il a joué un rôle absolument majeur dans son histoire contemporaine. Mais, et ce qui est très intéressant dans l'histoire de cette femme, dans ce qu'elle dit d'elle, dans la façon dont elle parle, dans la façon dont elle dit des choses, bon, à la fois anecdotique et importante, c'est qu'il y a une liberté des femmes tunisiennes qui est ancienne, qui n'est pas nouvelle, même si elle s'accommode de l'hégémonie, d'un certain ordre moral, même si elle s'accommode, mais elle est dans une stratégie d'évitement constante. Et c'est extrêmement intéressant comment elle dit, à sa façon, à la façon d'une femme qui n'est pas une intellectuelle, à la façon d'une femme qui est une femme simple, comment elle dit une soif de modernité.
Et ça, c'est tout à fait intéressant, ça transparaît en fait dans ses propos, et ce qui montre que cette disposition à la modernité, si je peux trouver ce terme, est une disposition relativement solidement ancrée dans l'habitus tunisien. Voilà. Et voici là voir comment les femmes réagissent actuellement. Tout à fait. Mais ça, j'imagine qu'on va y venir. Et quant au livre de Samir Olbey, il m'a tout à fait passionné, parce que c'est une biographie intellectuelle, je pourrais dire, en fait. Et non, donc, c'est peut-être, je trouve peut-être, pour moi, un pendant tout à fait utile à ce que j'ai pu écrire sur Bourguiba, parce qu'il arrive avec beaucoup de finesse, et c'est un livre très stimulant, à décrire l'ambiguïté intellectuelle bourguibienne, l'ambiguïté politique bourguibienne, l'ambiguïté idéologique bourguibienne, et son positionnement dans ce triptyque dans lequel aujourd'hui la Tunisie se débat, qui est religion, sécularisme, laïcité. Vraiment. Et on est dans ce triptyque-là, et il va bien falloir en sortir, mais on ne sait pas encore vraiment comment, en réalité, et il montre, moi je trouve vraiment que vous montrez très bien comment Bourguiba a fait naître l'ambiguïté contemporaine de ce triptyque. Voilà. Qui, bon, évidemment, les débats étaient... On peut se référer à l'histoire du réformisme, et vous dites tout à fait justement, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, que bon, les élites aussi tunisiennes se sont créées un mythe dans cette histoire du réformisme aussi, l'ont un peu construit. Bon, il a bien sûr un fondement réel, mais enfin il a un fondement construit extrêmement important. Et donc voilà, mais j'avais envie de parler de vos deux livres plutôt que celui-là. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je dois vous dire que je suis vraiment très heureux et très honoré d'être ici, et notamment à l'intérieur de ce panel, parce que forcément, quand on travaille sur Bourguiba, quand on travaille sur la Tunisie, quand on commence à réfléchir, c'était en 2007-2008, quand j'ai commencé vraiment à élaborer ce qui allait devenir ce livre. On est confronté, et là Jacqueline me pardonnera, mais on est confronté d'abord aux travaux de Sophie Bessis et de Zoé Balarsan. Et c'est des lectures qui m'ont nourri. Donc c'est vraiment un grand plaisir que d'être ici à cette tribune et de pouvoir échanger sur toute cette histoire qui est notre histoire en fait, et sur les ambiguïtés de cette histoire. Alors je vais commencer peut-être rapidement par vous présenter un peu le livre et le projet. Donc c'est un livre en fait qui porte sur le rapport État politique-religion, et c'est une enquête sur l'article 1er de la Constitution de 59. Alors, bon, l'ambiguïté commence, on dit l'article 1er de la Constitution de 59, il a été rédigé en 56. Donc voilà, déjà, premier jalon. Cet article 1er, donc, il organise le rapport entre l'État et l'islam. Il organise et il pose les fondements de ce qu'on a appelé le sécularisme tunisien. Donc pour les gens qui l'auraient peut-être oublié, il dit la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Et son régime, la République, ça a été rajouté après donc, la déposition du Bey et l'instauration de la République. Mais cet article 1, en fait, il a été imaginé et pensé et imposé par Bourguiba dès la première réunion de la Constituante en 1956, de manière à éviter que ce débat sur le rapport entre l'État et la religion, qui était déjà explosif à l'époque, ne parasite les travaux de la Constituante, et pour éviter qu'on se retrouve peut-être dans la situation qu'on vit depuis le 23 octobre 2011. Donc c'est un questionnement d'abord sur le rapport État politique-religion qui est né par tout simplement l'observation. J'étais journaliste, j'ai travaillé à Jeune Afrique pendant plusieurs années, donc, comme Sophie, voilà, il y a des signes. Et à partir de 2006-2007, il était devenu flagrant que le régime, directement à travers la personne de Ben Ali et indirectement à travers la personne de son gendre, Safar al-Madri, procédait à une instrumentalisation du référent religieux. Et d'une certaine manière, on était en train, moi j'avais l'impression de pervertir la modernité tunisienne. Alors c'était une modernité qui était terriblement ambiguë, mais là on était en train de basculer véritablement dans quelque chose d'autre. Alors ce quelque chose d'autre, on est en train de le vivre aujourd'hui d'une certaine manière, mais on est aussi en train de tester la résistance de cette modernité qui est en train de se défendre seule. C'est-à-dire maintenant c'est les anticorps, c'est cette vaccination, on va voir si elle a été bien ou mal faite. Elle n'a plus le bouclier de l'État, parce que jusqu'à la Révolution, d'une certaine manière, c'était une modernité d'État.
Maintenant, depuis les élections, on est vraiment dans la zone grise. Donc c'était ça, c'était ces manipulations autour du référent religieux qui m'ont mis sur la piste de la question du rapport État politique-religion. À l'époque, c'était des sujets évidemment qui étaient tabous, il fallait surtout pas en parler. La plupart des gens avec qui on en discutait, notamment les figures du régime, ou celles qui voulaient bien nous parler, parce que pour les journalistes, c'était pas évident à l'époque de discuter quand même avec ces gens-là, il fallait être recommandé, il fallait évidemment ne pas les citer, donc le off, le off, le off. Ils disaient non, mais il n'y a pas de problème, enfin c'est une vue de l'esprit, etc. À partir de septembre 2009, donc j'ai quitté Jeune Afrique pour écrire ce livre, et puis donc j'ai remonté. En fait, j'ai fait une sorte de régression pour arriver à la période 55-59, la rédaction de cet article premier et la naissance de cette ambivalence. Donc d'une certaine manière, Bourguiba a réalisé un coup d'état dans mon livre, parce que c'était pas prévu qu'il s'appelle comme ça, c'était pas prévu qu'il porte, enfin qu'il y ait une partie aussi importante consacrée à Bourguiba, mais je me suis senti obligé, en fait, en réfléchissant, de me lancer dans ce travail de biographie intellectuelle, de manière à comprendre vraiment quelle était l'intention bourguibienne, de sonder l'intention bourguibienne, de la comprendre pour pouvoir poser un diagnostic sur cet objet, l'article premier, et d'arriver à savoir si c'était le fruit d'un compromis qui aurait été imposé à Bourguiba et qui aurait été imposé aux constituants de l'époque, donc par la sensibilité traditionnaliste, si vraiment on procède à des raccourcis terribles, on va dire youssefistes, qui étaient sans doute majoritaires dans le pays, ou si cet article premier n'était pas du tout un compromis, mais le fruit de la volonté libre de Bourguiba. Et si c'était le fruit de la volonté libre de Bourguiba, qu'est-ce qu'il a mis dedans et qu'est-ce qu'il signifie réellement? Donc voilà comment le projet a pris corps, et puis ensuite il s'est passé une infinité de choses, la révolution qui a bousculé le projet. Donc j'ai été obligé de faire plus court, parce qu'au début le livre, enfin je pense que je l'aurais terminé en 2013, mais là il y avait urgence à le finir. Donc s'agissant de la partie sur Bourguiba, j'ai réalisé un portrait intellectuel. Donc un portrait intellectuel, en fait, c'était évidemment, il n'était pas possible de faire une biographie parce qu'il y en avait d'excellentes, et puis je ne pouvais pas, de toute façon, je n'avais pas le temps ni les moyens pour me lancer dans un travail d'historien. Mais surtout, ce qui m'intéressait à travers le portrait intellectuel, c'était d'arriver à sonder cette question du rapport entre l'État, la politique et la religion à travers la pensée et l'œuvre intellectuelle de Bourguiba. Un portrait, c'est quoi? En fait, un portrait en peinture, c'est une mise en scène et une perspective, ou un point de vue. Donc, je pense que c'est cette perspective qui fait l'originalité de mon travail. C'est un point de vue, et le point de vue, c'est le Bourguiba des années 55-59. C'est pas le Bourguiba de la fin, c'est pas le Bourguiba du début. C'est un choix qui correspond évidemment au sujet du livre. Et c'est donc essentiellement le Bourguiba de cette période-là, donc de la rédaction de l'article 1er de la Constitution, qui m'a intéressé dans ce livre, même si évidemment je fais appel à des discours antérieurs et des discours postérieurs. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les discours, j'ai travaillé sur le matériau des historiens bien sûr, sur les souvenirs, les nombreux livres de souvenirs qui ont été publiés, mais aussi d'abord sur les discours. Alors je sais que c'est des discours qui ont été retravaillés pour certains, par Sayer, donc qui était l'historiographe attitré de Bourguiba, et aussi par Bourguiba lui-même. Mais c'est justement ça qui était intéressant, parce que quelque part il fixe sa pensée. Donc c'est vraiment des choses qui s'étaient appropriées, en tout cas qui reflètent sa pensée peut-être encore plus que sa politique. Donc voilà, j'ai essayé de sonder l'intention bourguibienne, j'ai essayé de comprendre ce qui l'a poussé à rédiger l'article 1er de cette manière, et d'arriver à une conclusion. Donc la conclusion, c'est que c'est vraiment son intention et sa volonté. Donc, avant d'entrer un petit peu dans les détails et de vous parler de ce fameux article 1er qui fait débat, je dois vous faire un aveu. Si mon éditeur m'avait écouté, je ne serais peut-être pas parmi vous ce soir, parce que le livre se serait appelé différemment, il n'y aurait pas eu de Bourguiba dans le titre. J'aurais appelé ce livre « Le palmier et l'eucalyptus ». Alors, ce titre, il n'a pas été complètement zappé, puisque finalement c'est le titre de la conclusion de l'ouvrage. Et je vais essayer de vous l'expliquer en quelques minutes, parce que je pense que cette dialectique du palmier et de l'eucalyptus, ça représente la meilleure des introductions à la problématique de la modernité tunisienne. Et la problématique de la modernité tunisienne, à mon sens, en tout cas politiquement, c'est la question du rapport entre l'État, la politique et la religion.
puisque à travers l'article 1er, la Tunisie est arrivée à une solution originale et qui la singularise dans l'espace arabe. Alors le palmier. Le palmier, il occupe une place privilégiée dans l'imaginaire arabe. Il est mentionné une vingtaine de fois dans le Coran. C'est le joint entre les deux mondes, entre le ciel et la terre. Il est paré des attributs de la sacralité et il orne encore aujourd'hui le tombeau des saints, dans ces marabouts qui sont attaqués presque toutes les semaines maintenant. Il symbolise l'authenticité, il symbolise l'identité arabo-islamique, l'essence tunisienne, endogène et traditionnelle. Et l'eucalyptus, c'est tout l'inverse. L'eucalyptus, c'est un intrus, c'est un greffon importé. Il a été introduit en Tunisie par les Français au début du siècle dernier, donc au début du XXe siècle. Symboliquement, il ramène à l'influence européenne, exogène et moderne. En même temps, c'est un symbole ambivalent, cet eucalyptus. Il est à la fois synonyme d'aliénation, c'est-à-dire de colonisation, et en même temps de libération. C'est la colonisation, mais c'est aussi l'apport des Lumières. C'est aussi l'ouverture sur l'universel, sur la philosophie du sujet et sur la philosophie des droits de l'homme. Donc c'est un intrus qui a pris racine en Tunisie, comme dans la plupart des pays du bassin méditerranéen. Et à travers cette opposition entre le palmier et l'eucalyptus, il y a toute une dialectique qui se déploie et qui est la dialectique de la modernité tunisienne. La question qui se pose à nous en fait aujourd'hui depuis la Révolution et depuis l'élection de l'Assemblée constituante, c'est une question qui se pose en fait depuis le milieu du XIXe siècle et depuis la naissance de ce courant de pensée réformiste qui a occupé plusieurs générations. Cette question, c'est comment et à quelles conditions la Tunisie pourra-t-elle développer son être national dans la modernité? Comment et à quelles conditions la Tunisie pourra-t-elle digérer et assimiler les apports de l'Occident sans s'exposer au risque d'une dissolution de sa personnalité? Donc c'était les questions qu'on se posait à l'époque de Khaireddine, à l'époque de Bourguiba, et c'est les questions qu'on se pose encore aujourd'hui. La question finalement, c'est la question de la conciliation, et je ne veux pas dire synthèse parce que c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, surtout aujourd'hui en France, sous François Hollande, mais voilà. Est-ce que le palmier et l'eucalyptus sont voués à se compléter, ou est-ce qu'ils sont voués à se combattre? Est-ce qu'ils renvoient à deux visions radicalement antagoniques de l'identité tunisienne, ou est-ce qu'au contraire, ils forment les deux pôles structurants de cette identité? Et c'est la question dont sont saisis les 217 députés de l'Assemblée constituante tunisienne, puisque à leur tour, ils doivent fixer le statut de l'État et de la religion, ils doivent dessiner les contours de l'identité future, l'identité politique future de la Tunisie, ils doivent se prononcer sur la nature et l'étendue des libertés individuelles, la liberté d'expression, la liberté de conscience, les droits des femmes. Ils sont saisis en réalité d'une question fondamentale qui est la question de l'État. De quel État voulons-nous? Est-ce que nous voulons d'un État civil et séculier? Je dis séculier et pas laïque, c'est important, on y reviendra pendant la conversation parce que c'est vraiment le cœur du débat. Ou est-ce que nous voulons d'un État qui serait un État à référentiel islamique? Alors là aussi je dis à référentiel islamique, je ne dis pas un État théocratique parce que c'est une question qui est dépassée, il ne faut pas caricaturer non plus. Donc première question, c'est la question de l'État. Quel État? À travers la question de l'État, il y a une autre question tout aussi fondamentale qui se pose, c'est la question de la loi. Ou plus précisément la question du statut de la loi. Qu'est-ce que la loi? Est-ce que la loi puise sa source dans la révélation? Et alors, peu ou prou, on pourrait l'assimiler à la charia? Ou est-ce qu'elle doit avoir pour fondement le consentement du peuple, la volonté générale qui a été théorisée par Jean-Jacques Rousseau par exemple? Et à travers la question de la loi, il y a une troisième question qui se profile, qui est une question vertigineuse, qui est la question de la souveraineté. Qui est le souverain? Est-ce que le souverain c'est Dieu ou est-ce que le souverain c'est le peuple? C'est des questions qu'on vit pratiquement tous les jours et sans répit depuis l'éclatement de la Révolution. Et c'est des questions qui ont valeur de paradigme pour l'ensemble en réalité des pays du printemps arabe et pour l'ensemble des pays du monde arabe qui un jour ou l'autre seront appelés à faire leur révolution. Donc j'ai pris peut-être, il me reste combien de temps pour parler de l'article 1er? 8-9 minutes. Bon alors je vais essayer d'aller vite. Et de passer donc à cet article 1er qui nous occupe et qu'on a qualifié à l'époque de chef-d'œuvre d'ambiguïté et de concision et qui organise les rapports entre l'État et la religion. Alors tous les Tunisiens le connaissent par cœur. Il dit « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. » Donc je vous ai dit, il date en réalité de 56 et pas de 59. Bourguiba en est l'auteur véritable. Et moi j'aurais tendance à assimiler cet article 1er à une tentative remarquable pour articuler et pour concilier les deux logiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont la logique du palmier et la logique de l'eucalyptus. La logique du palmier,
c'est la logique de l'identité, et la logique de l'eucalyptus, c'est la logique de la modernité juridique qui est fondée sur la philosophie des droits de l'homme. Donc cet article premier, il ne faut pas le prendre isolément, il ne faut pas le lire sorti de son contexte. Il faut bien comprendre, c'est un article d'une constitution, et à partir de là, il doit être inséré, il s'insère dans un dispositif juridique qui est beaucoup plus large, et que j'ai appelé le dispositif de l'islamité de l'État. Alors le dispositif de l'islamité de l'État, dit comme ça semble très compliqué, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? En fait c'est très simple, c'est l'ensemble des articles dans le texte de la Constitution de 59 qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à la question de l'État et de la religion. Donc il est formé par 6 éléments distincts, ce dispositif de l'islamité de l'État. C'est le préambule de la Constitution, les articles 1er, 5, 6, 38 et 40. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le préambule, c'est une pétition de principe, donc il dit la volonté du peuple tunisien de demeurer fidèle aux enseignements de l'islam, à l'unité du Maghreb et à son appartenance à la famille arabe. C'est gentil, ça ne mange pas de pain, pourquoi pas. L'article 5, donc l'article 1er on en a parlé, et on y reviendra. L'article 5 est très important, il garantit l'inviolabilité de la personne humaine, la liberté de conscience, j'insiste, j'ai mis en gras, je mets en gras et je souligne, la liberté de conscience a disparu de l'avant-projet de constitution de 2013. On l'a remplacé par la liberté de croyance. Ça revient au même pour les croyants, pour les gens qui ne sont pas croyants, ça ne revient pas tout à fait au même. On avait averti, on avait prévenu, et ben ça n'a rien changé. Donc la constitution n'est pas terminée, il y a peut-être une chance de revenir là-dessus. À mon avis, cette omission, elle n'est pas fortuite. Donc par rapport à l'article 1er et au texte de la Constitution de 59, la Constitution de 2013 ou de 2014 sera en retrait sur un point fondamental, la liberté de conscience. Il fallait le dire. Donc liberté de conscience, inviolabilité de la personne humaine. Là encore, ça peut sembler un grand mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne bouge pas les mains. Et il protège le libre exercice des cultes. L'article 6 est extrêmement important également, puisqu'il proclame l'égalité des citoyens devant la loi. L'égalité des citoyens devant la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Tunisiens de toute confession, c'est-à-dire les musulmans, au même titre que les juifs, au même titre que les chrétiens, bénéficient des mêmes droits dans la loi et au regard de la loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre public confessionnel, et qu'à partir du moment où il n'y a pas d'ordre public confessionnel, on ne se situe pas dans un schéma d'État islamique. Donc là aussi, c'est un signe de modernité juridique, et ça traduit l'apport de cette philosophie des droits de l'homme dont je vous avais parlé précédemment. Donc l'article 5, l'article 6, l'article 38 qui tire les conséquences de l'islamité de l'État, du principe d'islamité de l'État, et qui dispose que l'islam est la religion du chef de l'État. Alors ça c'est peut-être un peu plus problématique par rapport à un référentiel universaliste. En même temps, comme on se situe dans un schéma d'État séculier et pas dans un schéma d'État laïque, c'est pas forcément gênant. En Angleterre, la reine d'Angleterre est le chef de l'État anglais et en même temps le chef de l'église anglicane. Donc ça c'est la conséquence de l'article 1er. L'article 40, il est plus problématique et plus discutable puisqu'il énonce les conditions pour se porter candidat à la présidence de la République. Et là, il va beaucoup plus loin que l'article 38 puisqu'il fait barrage et il exclut justement la possibilité pour les Tunisiens d'une autre confession que la confession islamique ou pour les Tunisiens dont l'un des grands-parents ne serait pas tunisien et musulman, et pour les binationaux, de se porter candidat à la présidence de la République. Donc ça existait du temps de Bourguiba, ça a été renforcé du temps de Ben Ali, et ça a été repris par la constituante et par la LOPP, et ce sera repris par le texte de la future constitution. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'article 38, parce que l'article 38, il laisse la possibilité, dans son silence, à un Tunisien d'une autre confession qui souhaiterait embrasser une carrière politique et exercer les plus hautes fonctions de l'État, de faire un peu comme Henri IV, qui avait dit « Paris vaut bien une messe », donc d'abandonner sa religion d'origine et d'embrasser la foi musulmane. À partir du moment où il devient musulman, il peut devenir président. Mais ça, c'est impossible à cause de l'article 38. Donc celui-là, il est, à mon sens, véritablement problématique. Une chose qui est très importante dans le texte de la Constitution de 59, à aucun moment la charia n'est mentionnée. Et à aucun moment les principes de la législation islamique ne sont mentionnés. Et ça, c'est une omission capitale. Parce que si on additionne la liberté de conscience, la non-discrimination entre les citoyens, l'absence de toute référence à la charia, ça nous amène à la conclusion que sans être laïque, l'État tunisien n'est pas un État islamique.
L'islam n'est pas religion d'État, elle est religion de l'État. C'est une différence qui peut sembler imperceptible, en réalité elle est fondamentale, et c'est cette distinction qui fonde la modernité politique et juridique de la Tunisie. Il y a un ancrage confessionnel, mais toutes les dispositions relatives à la religion et à l'islam ont essentiellement, à part celle de l'article 38, une portée descriptive et sociologique. Et elles n'emportent pas d'effet de droit. Donc c'est en ça que je dis que l'article 1er, malgré toute son ambiguïté, c'est véritablement le fil rouge de la modernité tunisienne, la pierre angulaire de la modernité tunisienne, parce qu'elle nous a permis de bâtir un État civil et séculier, relativement tolérant en Tunisie, et à l'époque, c'était une entreprise extrêmement audacieuse, et c'est un des legs les plus précieux, justement, de la période bourguibienne et de la modernisation bourguibienne. Il a son pendant en matière civile, ça c'est l'article 1er en matière constitutionnelle. En matière civile, c'est le code du statut personnel, qui émancipe la femme tunisienne dans pratiquement tous les domaines, sauf l'héritage. Et donc... L'héritage et le choix du conjoint. Et le choix du conjoint, alors on peut discuter parce que c'est pas dans le CSP, mais ça a été l'interprétation de l'administration, de la circulaire de 73. Voilà, avec justement toujours cet article 1er qui est très ambivalent et donc qui a été utilisé pour exclure la possibilité pour une Tunisienne musulmane de se marier avec un Tunisien non musulman. Donc, chose importante pour revenir à l'article 1er, c'est pas, bon là c'est un raccourci, on en discutera à moitié. Le passage le plus important de l'article 1er, c'est pas le passage qui se rapporte à la religion, et sa religion et l'islam. Le passage le plus important de l'article 1er, c'est le passage où il est affirmé que l'État est libre, indépendant et souverain. Et cette affirmation de la souveraineté de l'État, ça marque une nouveauté radicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'État a le pouvoir de faire loi. Et qu'à partir du moment où il a le pouvoir de faire loi, il a la possibilité de transformer la société par la loi. Il a la possibilité de bousculer l'ordre traditionnel, il a la possibilité de réformer, de faire advenir la modernité et d'enclencher un processus de sécularisation. Et ça, c'est absolument décisif. C'est ce qui a permis l'émancipation de la femme tunisienne. Et quelque part, l'émancipation de la femme tunisienne n'aurait pas été possible sans l'article 1er et sans l'affirmation du caractère souverain de l'État. Donc, voilà, j'aurais encore d'autres choses à dire. J'y reviendrai peut-être pendant la discussion parce que j'ai assez parlé. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de commencer par les questions de la salle sur peut-être Wassila Bourguiba et sur le personnage de Bourguiba pour commencer avant de rentrer dans la dimension plus politique, peut-être plus polémique, j'ai envie de dire. Pas forcément plus polémique d'ailleurs. J'ai entendu des voix dans la salle, c'est pour ça. Quelqu'un a-t-il une question? Monsieur, vous avez une question tout à l'heure? Je voulais poser la question à madame. Pour madame Bourguiba, Wassila Bourguiba, est-ce qu'elle a vraiment participé, vraiment à l'émancipation, entre guillemets, de la femme à côté de Bourguiba, ou c'est lui qui a modelé ça à sa façon? Écoutez, on va prendre peut-être plusieurs questions, on fait un tour de vue de ça. Moi, je préfère répondre. Oui, s'il vous plaît. Écoutez, certainement, parce qu'étant donné qu'il était vraiment amoureux d'elle et qu'elle avait son franc-parler et qu'il l'écoutait, je pense que, étant donné, elle, la façon dont elle était libre et dont elle considérait les droits de la femme comme essentiels, je pense que vraiment, elle a été pour quelque chose, certainement. Mais ça... Allez-y, elle était terminée. Non, mais voilà. Non, moi, d'après les témoignages que nous avons pu relire sur la genèse du code du statut personnel, peut-être que dans l'intimité des discussions personnelles et privées, Wassila a une influence, mais politiquement, elle n'est pas, et il n'y a pas de position publique d'elle. Il y en a eu d'autres sur d'autres sujets, il y a eu des positions publiques de Wassila, mais sur le code du statut personnel. D'ailleurs, elle n'a pas eu de rôle public, même au sein de l'UNFT, enfin peut-être parce qu'elle ne le voulait pas, hein, c'est pas au sein. En fait, on peut paradoxalement trouver
les prémices, disons, de cette volonté d'émancipation de la femme tunisienne dans la biographie de Bourguiba. Et paradoxalement, au moment même où, en 1929, il écrit un article à propos de la conférence, la fameuse conférence faite par Leila Mencheri au club L'Essor, un article où il dit cette Leila Mencheri, en fait, n'avait pas à faire cette conférence. Elle n'a pas à réclamer la suppression du port du voile. C'est un coup bas porté à l'identité tunisienne dans une période extrêmement fragile, qui est la Bourguiba, qui dit par une période extrêmement fragile, qui est la période de la colonisation, où justement la puissance coloniale veut la dissolution de la personnalité tunisienne. Donc, les femmes qui demandent l'abolition du port du voile sont quelque part traîtres cette identité qu'il convient de préserver jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à. Et c'est le jusqu'à qui est important, parce que quand on regarde l'ensemble du monde arabe, en fait, il y a deux postures dans l'ensemble du monde arabe par rapport à cette question-là qui me semble très importante. L'une, c'est la femme est la gardienne de l'identité, ad vitam aeternam, et puis c'est comme ça, et ça n'a pas changé. C'est la posture de l'Algérie, c'est la posture, bon, je ne parle pas des États du Golfe, on va les mettre à côté, parce que c'est pas vrai, mais par exemple l'Algérie. Hein, c'est la posture de Al-Fassi au Maroc, par exemple, pour la Moudawana de 1957, et puis la posture bourguibienne, qui a été partagée timidement par d'autres, comme le gouvernement Qassem en Irak, par exemple, qui était à participation communiste, et qui en 1959 avait fait un code de la famille relativement émancipateur, qui est « tant qu'on est colonisé, on ne touche à rien ». À partir du moment où on sera indépendant, là, il faudra toucher. Bourguiba avait... Mais il l'a fait avant l'indépendance. Non, 1956. 13 août 56. Le code, il ne pouvait pas le faire dans l'indépendance, c'était les Français qui faisaient les lois. Non, mais enfin, il en parlait. Non, il n'en a jamais, justement, c'est tombé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant la promulgation du code du statut personnel, Bourguiba n'a jamais parlé de cette question. On ne trouve pas trace de cette question avant la promulgation du code. C'est extrêmement étonnant. Sauf en 29 ou... Sauf en 29 pour dire il faut continuer, sauf en 29. Voilà. Par exemple, lors de la polémique sur le livre de Tahar Hadid, Bourguiba n'a pas dit un mot. Mahmoud El-Matri, à l'époque, avait pris position pour Tahar Hadid. Bourguiba a fait montre d'un assourdissant silence à l'époque. Ni pour ni contre. Il s'est tu sur l'affaire Tahar Hadid complètement. Donc c'est très intéressant. Il n'a jamais dit un mot sur les femmes. Et là, le premier acte fort posé à l'indépendance, c'est le code du statut personnel. Et il y avait... C'était calculé, alors. Comment? Je pense, tout à fait, c'était parfaitement calculé, bien entendu. Et Bourguiba pensait, et je crois que c'est un axe très fort de sa pensée, on ne peut pas, et là il se situe évidemment dans la lignée des Qassem Amin, des Tahar Hadid, etc. On ne pourra pas changer une société arabe si on ne change pas la place qu'occupent les femmes. Et à partir de là, il n'a plus jamais dévié. Il n'a plus jamais dévié. Et pour revenir à Wassila, Bourguiba a toujours regretté de ne pas avoir instauré l'égalité devant l'héritage. Toujours. Même si il a pu, vous le dites d'ailleurs, je crois, à un moment, exclure les Anias exclure les Anias de l'héritage quand le père ne laisse que des filles. Donc les mâles collatéraux sont exclus de l'héritage, ce qui n'est pas dans la tradition successorale. Mais en 1974, Bourguiba a essayé d'instaurer l'égalité. Il a essayé à plusieurs reprises. Sa dernière tentative est en 1974, où il essaye d'instaurer l'égalité dans l'héritage. Et là, toute une partie de son entourage, dont Wassila, dit non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas toucher. Voilà. Donc, Wassila a eu par rapport à cette question-là, la seule chose dont je suis sûr, parce que je ne sais pas, je vous dis quelle a été son influence dans le domaine de la discussion de la sphère privée, si vous voulez. Il est très possible, car comme je le disais tout à l'heure, elle a une des choses qui m'a le plus frappé. Elle ne l'a pas dit officiellement. Non, ce sont des témoignages tout à fait, disons... voilà. Il y a beaucoup de témoignages qui sont des rumeurs. Enfin, c'est possible, mais en tout cas, nous avons recoupé à l'époque un certain nombre de témoignages, donc en 1986, 87 à l'époque, et tous concordaient sur le fait que Wassila faisait partie, et l'opposition à l'égalité successorale est devenue de l'entourage proche de Bourguiba, à commencer par Hedi Nouira, par exemple, à commencer par Tahar El Roja également, donc en disant non, ça c'est trop clair.
C'est trop clair. C'est coraniquement trop clair, l'inégalité successorale. Donc à partir du moment où on peut, comme Bourguiba l'a fait, s'instituer mujtahid, oui, mais là, il n'y a pas d'ijtihad possible. Voilà. Le seul retrait... Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le seul retrait de Wassila, c'est pour le mariage des filles avec des non-musulmans. Ça, elle me l'a dit. Elle était intellectuellement pour, mais sentimentalement contre, et elle ne pouvait pas accepter ça. Tout le reste, pour tout le reste, y compris la liberté des filles, Tout à fait. elle m'a vraiment clairement dit, alors elle a bien dû le dire à Bourguiba aussi. C'est tout à fait possible, mais enfin voilà Il y a l'historicité sur simplement elle, il y a tellement de la posture il y a bourguibienne. tellement de rumeurs que... C'est un fait historique, là, que Comment Mme Bessis a défendu, c'est pas une rumeur, c'est un fait historique. Non, non, non. Non, non. Bah, la réponse de Sophie Bessis. Non, sur des dires. C'est des choses vraiment qu'elle m'a dites. Mais est-ce qu'elle vous a parlé de l'égalité successorale? Non, Non, voilà. non, ça non. Voilà. Moi, je parlais simplement sur la question de l'égalité successorale, par rapport à la posture de Wassila. Je vais abuser de la tribune et vous poser une question aussi par rapport à un autre sujet qui fait polémique aujourd'hui, c'est la question de la peine de mort. Et je sais que sur cette question, il y a eu 2 épisodes. Il y avait un épisode donc, en 62-63, au moment du procès et de l'exécution de la majorité des conjurés du complot de décembre 62, où Wassila serait intervenue, on dit qu'elle serait intervenue pour sauver la tête. Ça, elle m'a dit. Voilà, donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Ce qu'elle en disait aussi... Et pour Ben Salah. Et pour Ben Salah, mais enfin Ben Salah, il n'était pas Condamné à mort. il n'était pas condamné à mort, on ne s'apprêtait pas à l'exécuter. En tout cas, elle a beaucoup agi en 84. Et elle a beaucoup agi en 84. Pour sauver la tête des jeunes insurgés. Un peu savoir et comprendre qu'est-ce qui, dans cette affaire de la peine de mort, lui parlait et la remuait. Par rapport à un Bourguiba qui, lui, était un inconditionnel de la peine de mort. Non, elle était complètement contre. Oui, elle. Mais pourquoi, comment elle... Mais encore une fois, je n'étais pas dans leur intimité, mais ce qu'elle m'en a dit, elle m'a dit qu'elle était intervenue autant qu'elle avait pu, parce que contre la peine de mort, qu'elle ne supportait absolument pas, qu'elle trouvait inadmissible. Voilà. Si je peux rajouter sur 62, si vous le permettez, juste Mahmoud El-Matri, qui n'avait plus parlé à Bourguiba depuis des années et des années, puisque la rupture date de 1938, hein, même si après, bon, ils se sont revus à l'épisode Montsefiste, etc. Mais Mahmoud El-Matri, donc, qui n'avait pas parlé à Bourguiba depuis des années, a demandé la grâce de son neveu. Enfin, pas la grâce, la commutation en Peut-être d'autres questions de la salle. On va commencer par le fond. Ce qui est évidemment très frappant dans les discours aussi bien de Céline que Sophie, c'est qu'on a quand même l'impression, et c'est sans doute aussi une analyse historique tout à fait, qui peut être tout à fait justifiée, que d'une certaine façon, il y a d'un côté le courant qu'on va appeler, pour raccourcir, le youssefisme, on va dire le conservatisme zitounien et non zitounien, et d'un autre côté, il y a Bourguiba. C'est comme si c'est un individu contre une mouvance, en tout cas contre une grande partie de la société. Est-ce que, alors c'est évidemment une idée aujourd'hui que les historiens ont quasiment consacrée, c'est-à-dire qu'en gros la vision moderniste d'une société égalitaire entre hommes et femmes vient d'en haut, n'est pas venue d'en bas pour suggérer ou créer des lois effectivement modernes, mais venue par la volonté d'un seul homme. Mais est-ce qu'en approfondissant le travail là-dessus, est-ce que vous êtes arrivé à un résultat plus nuancé qui dirait que finalement, il y avait aussi un front, ou en tout cas des franges, ou de la société, ou des intellectuels tunisiens à la fin des années, à la fin des années 40, au début des années 50, qui ont aussi
j'allais dire, gonfler la voile du bourguibisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on a nuancé cette idée reçue, ou est-ce qu'effectivement, bien au contraire, ce modernisme nous est tombé du ciel grâce à un homme venu du ciel, qui s'est pris pour Dieu aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon? Non, votre question est tout à fait intéressante, parce que j'aurais presque envie de dire les deux. Et les deux, pourquoi? Il est évident, et on a parlé du mouvement réformiste tunisien, ce mouvement réformiste tunisien puise sa source, disons, à partir du règne d'Ahmed Bey, c'est-à-dire à la fin des années 1830 à peu près. Hein. Donc c'est... il n'y a pas 36 pays qui ont connu un mouvement réformiste dans le monde arabe. En fait, il y a l'Égypte, la Tunisie et la Syrie prémandataire, qui est en gros... bon. Donc, il y a ce courant réformiste existe, enfin, je veux dire, et d'ailleurs, Bourguiba s'en réclame. Bourguiba s'en réclame, de Kheleddine, etc. Donc, Bourguiba n'est pas un homme seul quand il fait ses réformes. Mais une partie de l'élite, comme vous dites, a adhéré avec enthousiasme à son projet, pas seulement a adhéré à son projet, et même dans les couches populaires. Moi, je me souviens, bon, j'étais gosse à l'époque, mais enfin, quand il y a eu le code du statut personnel, mais on a ramassé une série d'histoires. D'abord, il y a eu une vague de divorce en Tunisie. Une vague de divorce après, en 57, parce que toutes les femmes qui ne pouvaient pas divorcer, il y a eu donc, 57, il y a eu une vague de divorce. Et puis, il y avait, mais alors il y a des témoignages absolument très nombreux, parce que Bourguiba aimait être juge de paix, d'une certaine façon. Il avait cette espèce de... Et il y avait des tas de femmes, mais c'est les bagarres conjugales. Si tu continues, je vais voir Bourguiba. Ils disaient à leur mari, si tu me bats, moi je vais voir Bourguiba. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre d'histoires de ce type. Donc, c'était pas seulement dans les élites, il y avait un mouvement populaire d'émancipation, d'aspiration à l'émancipation chez les femmes, incontestablement. Et personne, contrairement à l'épisode de l'Iran du premier Pahlavi ou à l'épisode de Mustafa Kemal, personne n'a obligé les femmes à se dévoiler en Tunisie. Il n'y a pas eu d'obligation réelle du dévoilement, elles se sont dévoilées. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Bourguiba dans son fameux article de 1929 que je citais tout à l'heure, en disant, au fond, il ne faut pas forcer les choses. Et un jour, la femme tunisienne se dévoilera naturellement. C'est ce qu'il dit dans cet article de 29, qui est en plus très bien écrit, parce que Bourguiba écrit très bien. Donc, il y a eu, vous avez tout à fait raison de dire, mais néanmoins, la Tunisie bourguibienne, surtout des années de réforme, hein, c'est-à-dire 56, la première dizaine d'années, disons, d'indépendance, fait partie de ce que dans l'histoire politique on appelle les processus de modernisation autoritaire. Et il y en a 3 grands dans le monde musulman, un seul dans le monde arabe, c'est l'exemple bourguibien, les 2 autres se trouvent dans le monde musulman non arabe, c'est la Turquie kémaliste et l'Iran des Pahlavis. Voilà, en gros, mais parce que, effectivement, même si une partie non négligeable des élites suivait, et même avec enthousiasme, même si une partie de la population a adhéré à certaines formes de modernisation, ou à certains pans, plutôt, de la modernisation, toute une autre partie n'y adhérait pas, et il y avait un fort conservatisme social ancré sur le référent religieux ou sur ce qu'on en faisait, incontestablement. Et évidemment, il y a eu ces 3 cas, bon, évidemment le cas le plus caricatural est celui de Mustafa Kemal, bien sûr, mais ont forcé les choses. La société a été partiellement adhérée et a été partiellement forcée. Et Ben Youssef avait capté, avec une très grande intelligence politique, parce que Ben Youssef, à titre personnel, lui, n'était pas plus arabo-musulman, pas du tout. Au contraire, il faisait partie, avant sa rivalité avec Bourguiba, des plus libéraux du Néo-Destour. Il avait été ministre du cabinet Schnir en 1952, et c'était un des libéraux du Destour, un des libéraux modernistes. Mais Bourguiba, en négociant avec la France de la façon dont il a négocié, en mettant en avant son projet moderniste, ne lui a pas laissé d'autre choix. Il n'y avait plus qu'un seul créneau. Il n'y avait plus qu'un seul créneau. C'était le créneau arabo-musulman, nassérien, et puis en plus, bon, il a eu évidemment le soutien de Nasser, le soutien du FLN algérien qui se situait dans la mouvance nassérienne, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est les deux à la fois. Il y a à la fois cette filiation réformiste incontestable,
il n'y avait pas que Bourguiba qui se situait dans cette filiation réformiste, il y avait toute une partie de l'élite tunisienne qui se situait dans cette filiation réformiste, et à la fois, incontestablement, un processus de modernisation autoritaire, et aujourd'hui, on retrouve les deux. On retrouve les deux, et on retrouve la filiation youssefiste. Et d'ailleurs, on retrouve presque des filiations héréditaires dans le youssefisme, sans vouloir citer personne. Alors pour répondre à Mourad, il y a effectivement Bourguiba qu'on met en avant parce qu'on s'intéresse à la personnalité du dirigeant et on s'intéresse à la personnalité du rédacteur de la Constitution, du chef d'État. Et de par ses fonctions, il avait évidemment la possibilité d'agir et il ne s'est pas privé pour agir. Et ça, c'est une chose qui est remarquable justement dans l'héritage de Bourguiba, c'est qu'entre 55 et 60, ou 67, ou 70, il y avait une fenêtre d'opportunité et il l'a utilisée. Il l'a utilisée pour réformer la société, il l'a utilisée pour bousculer l'ordre traditionnel, il l'a utilisée pour impulser le développement, parce que je crois que c'est une chose qu'on n'a pas dit, ce terme développement, sur lequel il faut vraiment insister. Pour lui, les réformes, ce n'était pas que les réformes pour la beauté de la réforme, ou par fascination pour la lumière, ou les lumières, c'était aussi un moyen de moderniser la société tunisienne, de lui permettre de se développer. À partir du moment où la société tunisienne, ou l'État tunisien devient un État développé, sa souveraineté est garantie et son indépendance est assurée. Bourguiba, c'est un leader nationaliste, il tenait à assurer l'indépendance de la Tunisie et à la garantir. Et seul le développement était en mesure, justement, de garantir cette indépendance de la Tunisie. Alors après, on peut discuter pour savoir si le changement doit être impulsé par le haut, et si en étant impulsé par le haut, il aurait plus de chances de produire des résultats que si ce changement venait du bas, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, avec peut-être la possibilité pour que ce changement ne vienne pas, finalement. Ça, c'est tout un débat. Effectivement, on peut débattre. Maintenant, un autre point par rapport à Bourguiba, Ben Youssef, cette opposition entre courant traditionnaliste et courant moderniste dans la société tunisienne, ça correspond à des clivages sociologiques aussi. Ça correspond à des clivages sociologiques et ça correspond à des clivages éducationnels. On va commencer par l'éducation parce que c'est le plus simple. C'est un débat entre la Zitouna et Sadiki. La Zitouna, donc, qui est un petit peu la grande institution de l'enseignement traditionnel, à forte coloration religieuse. Et la Zitouna, là aussi, il ne faut pas caricaturer. J'ai envie de dire, la Zitouna, c'est le palmier et l'eucalyptus. D'abord le palmier et ensuite l'eucalyptus. Et Sadiki, c'est l'inverse. C'est d'abord l'eucalyptus, mais aussi le palmier, c'est-à-dire que ce réformisme, il est aussi enraciné dans l'identité tunisienne. Donc le débat, il se situait... Haded était un zitounien, absolument, par exemple. Et il faut donc insister vraiment sur cette idée et aussi sur cette nuance qu'on retrouve dans les deux camps. Maintenant, s'agissant des clivages sociologiques, il y avait toute une dimension d'ascension sociale pour la petite bourgeoisie sahélienne de la Tunisie du littoral qui voulait se faire sa place au soleil et prendre celle de la vieille aristocratie tunisoise liée à la monarchie, etc. Et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'aujourd'hui quand on pense à la Tunisie, quand on pense à ses élites, on pense à Tunis. On se dit Tunis c'est vraiment un petit peu l'oasis de la modernité dans un pays qui est beaucoup plus dans la nuance. Et en réalité, à l'époque, Tunis était quand même très conservatrice. Tunis était youssefiste. Tunis était complètement youssefiste par rapport à une autre partie du pays, notamment le littoral, qui était bourguibiste. Alors, est-ce que c'était une inclination intellectuelle ou est-ce que c'était simplement des stratégies de positionnement? Là aussi, on peut débattre. Mais il y avait aussi ce clivage sociologique fort. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, ces clivages, on les retrouve aujourd'hui dans la Tunisie de la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a une permanence, il y a une géographie politique et une géographie sociale qu'on n'arrive pas à dépasser et qui constitue un vrai motif de préoccupation, même pour la pérennité de la société, de l'unité de la société, et pour la pérennité de l'État. Ouais, parce qu'il y a aussi tout un rapport à l'État, justement, qui s'exprime à travers ces phénomènes d'allégeance ou de dissidence. L'État est-il intérieur ou extérieur à la société? En Tunisie, ça dépend des régions. Voilà. Et oui, c'est ça, l'État, l'extranéité, enfin, le vieux thème de la littérature politique, l'extranéité de l'État en pays arabo-musulmans. Ce que je voulais dire, c'est que pour défendre mon livre, j'ai l'impression
que c'est un livre de poésie par rapport à des livres de science, et qu'on ne parle pas du tout le même langage, parce que moi j'ai ouvert avec des questions à cette femme qui est une femme libre, mais une tête politique. Je lui ai ouvert, je n'ai fait aucun commentaire, et je peux très difficilement défendre les choses, parce que je n'ai aucune vraie connaissance scientifique du problème tunisien, et vraiment, vos livres m'ont passionné, les deux, à des niveaux différents. C'est un livre historique, et vous, c'est un livre scientifique et philosophique qui m'a passionné, avec l'évolution. J'ai compris l'évolution des choses beaucoup mieux, mais je ne suis pas du tout dans le même créneau. Enfin, moi, je pense que... Donc, je me sens terriblement seule. Très contente et très admirative. C'est un livre, oui, voilà, je suis en pleine poésie. L'humanité sans les poètes. Ah ben voilà, c'est vrai, et je le sais, je le considère. Mais je voulais le dire parce que vraiment je me suis sentie tout à fait par rapport à ça. Mais c'est admiratif, hein, c'est pas critique. Non, mais moi ce que je voudrais répéter, sauf c'est que pour Wassila, c'est un témoignage extrêmement intéressant que vous nous livrez sur ce personnage. Je voudrais que les rumeurs cessent, parce que vraiment, elle est tellement... C'est pas une sainte, hein. Elle a placé sa famille, elle a mis au point sa propriété, certainement avec de l'argent qui venait de l'État, je suppose, mais je suppose, ça se dit beaucoup en tout cas. Et il y a tellement de rumeurs, et beaucoup de rumeurs, je peux les dire que ça n'existe pas, parce que moi je l'ai connue, et je suis sûre que ce qu'elle me dit, parce qu'elle n'avait aucune raison de me raconter des blagues, j'étais pas du sérail, j'étais pas une femme politique, et elle m'a raconté les choses très simplement. Mais vraiment, j'ai été passionnée par vos deux livres, et je veux vous le dire, parce que j'ai l'air comme ça d'être complètement ailleurs dans cette histoire-là. Non, mais moi je pense que vous dressez le portrait d'une femme très représentative de sa génération et de son milieu, donc c'est extrêmement intéressant. Justement, très en avance. Non, quand je dis non représentatif, pas dans le sens du conservatisme, justement où elle dit des choses d'une modernité absolument étonnante pour une femme qui est née en 1912, et donc ça donne à lire des aspects de la Tunisie qui me semblent tout à fait intéressants. Et puis si ça vous intéresse de savoir comment on fait un gourbi, elle le raconte en deux. Très bien, j'ai lu. Voilà, je voulais dire ça. J'aurais voulu vous poser une question un petit peu dure, finalement. Je trouve franchement qu'il est impossible, de mon point de vue personnel, de concilier ce qu'on appelle la République, ou alors on met quelque chose d'autre derrière ce mot, où l'invention du sujet a été quand même réalisée fin 18e chez nous en France, et l'invention du sujet, justement. Et puis, la hiérarchie, qu'elle soit chrétienne, judaïque ou musulmane, la hiérarchie, le poids de l'obéissance à un texte, et c'est quand même absolument le contraire, hein, à 90 degrés, pas 180 degrés, à 80 perpendiculaires, si vous voulez. C'est pas possible qu'un jour ou l'autre, ça craque. Ce système d'ambiguïté qui était peut-être lié à la colonisation, et puis Bourguiba fait ce qu'il a pu, probablement, il a fait beaucoup. Mais moi je trouve qu'il y a quand même une ambiguïté qui n'est pas saine, parce que c'est pas possible de respecter l'individu, le sujet, qu'il soit homme ou femme, et la hiérarchie aristocratique, religieuse, ça allait ensemble en France, n'est-ce pas? Comment voulez-vous concilier ces deux choses? C'est pour moi incompréhensible. Je m'excuse de cette Non, mais vous posez une question tout à fait intéressante, mais on peut faire de l'histoire comparatiste. Bon, comparaison n'est pas forcément raison, surtout en histoire. Mais l'invention de l'individu profane, qui est, disons, la marque de fabrique des Lumières européennes, enfin, elle a mis quand même, allez,
elle a mis quand même, disons, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, à peu près. Hein. Bon, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, tout de même, parce que si on prend, disons, l'Averroïsme et ses héritiers, si on commence, donc on est au XIIe, bon, la Renaissance, les Lumières, etc., ça, et jusqu'à même, pour ne parler que de la France, la séparation juridique du religieux et du politique, c'est-à-dire la loi 1905, il se passe quand même beaucoup de temps. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, et ces tentatives, mais Samir Roldbal le dira certainement mieux que moi, ces tentatives de sécularisation sont justement des tentatives d'avènement de l'individu, d'avènement du sujet, et du sujet en politique. Ça, c'est l'évidence. Mais que ces trajectoires de l'avènement du sujet en politique, et d'ailleurs du sujet dans la sphère politique, dans la sphère privée, c'est la même chose, sont extrêmement longues, difficiles, conflictuelles, dans toutes les aires culturelles dans lesquelles on se place. Et donc, si vous voulez, il peut y avoir une asymétrie chronologique entre le monde arabo-musulman et l'Europe, c'est clair, mais on est devant le même type de difficultés. On est devant le même type de difficultés incontestablement, et on le voit aujourd'hui, quelle est l'essence du débat, et pas seulement en Tunisie. Si on voit le débat en Égypte, par exemple, c'est ça. Le débat, il est là. On est en plein dans ce débat-là, dans le monde arabo-musulman. Justement, entre la dictature de la norme, un référent religieux pour le coup, entre la dictature de la norme et l'avènement du sujet. On y est. Donc, vous avez tout à fait raison, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'impossibilité ontologique au sud de la Méditerranée. Il y a une contradiction totalement conflictuelle, comme elle a pu avoir lieu dans des modalités, dans une histoire différente, mais en Europe, je pense, incontestablement, mais on est en plein dedans, on est en plein dans ce que vous dites. Ça, et effectivement, les monothéismes, les trois, sont d'autant plus dangereux, si je puis dire, qu'effectivement, ils fonctionnent sur une révélation. Alors, une révélation, par définition, est indiscutable. Effectivement, les religions extrême-orientales étant des religions athéistes, par exemple, c'est quand même beaucoup plus facile d'imaginer. Pour d'autres, c'est difficile pour d'autres raisons. Et là, on est en face d'une révélation, et donc d'un ordre qui découle d'une révélation, donc indiscutable. Donc voilà, il y a plusieurs mouvements, d'ailleurs, il y a plusieurs types de batailles. Il y a la bataille, donc, pour la laïcité, pour l'avènement, pour une sécularisation qui aboutirait un jour sur la laïcité, et il y a la bataille, également, qui est une autre bataille, qui est menée par d'autres types d'intellectuels et de gens, qui est une bataille pour l'aggiornamento, comme on dirait en italien, de l'islam, c'est-à-dire la réouverture des portes de l'Ijtihad et effectivement une mise en concordance, une espèce de Vatican II musulman, si vous voulez, pour aller vite, mais une mise en concordance de l'islam avec son temps. Alors, ce type de travail peut faire une partie du chemin. Évidemment, il ne peut pas faire l'économie d'une sécularisation de la société et d'une sécularisation de la sphère sociale et politique par rapport à la religion, mais il peut faire une partie du chemin qui est en train de se faire incontestablement dans le monde arabe, et peut-être en Tunisie davantage qu'ailleurs. Puisque les penseurs de cette modernisation de la lecture sont, de façon tout à fait étonnante, allez, peut-être les arabisants pur jus, que ce que je ne suis pas, me démentiront peut-être, mais où on les trouve essentiellement, d'abord en Tunisie, deuxièmement en Iran. Voilà. Tout à fait intéressant. Merci. Juste une réaction par rapport à votre question, en fait, qui m'a mis mal à l'aise, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez formulée. Vous êtes allé ou trop loin ou pas assez loin. Quand vous parlez de textes, j'imagine que vous parlez de textes coraniques. Non, je parle des textes révélés, enfin bon, que ce soit les juifs, que ce soit les catholiques, oui, les chrétiens ou les protestants, qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours le même problème. D'accord, mais enfin, s'agissant de la Tunisie, les textes coraniques... Galilée a dû obéir, il a dit lui-même, même s'il savait que c'était faux, enfin, il a dû obéir à la hiérarchie. C'est ça le problème, c'est l'obéissance en fait. On courbe les chines, on se plie, n'est-ce pas, devant, on s'agenouille. Quand Alexandre est allé en Perse faire ses conquêtes, il y a eu un problème, parce que les Perses s'agenouillaient. Mais pas musulmans à l'époque. Non, justement, c'est le même problème. On s'agenouille. Ils étaient polythéistes, mastéistes et totalement polythéistes. Et beaucoup de Grecs n'étaient pas d'accord pour s'agenouiller, n'est-ce pas? Les catholiques ont repris ça. Mais ça, c'est la fameuse théorie du despotisme oriental. Je veux dire, c'est quand même un mythe, une construction. C'est un mythe.
Non, mais la question c'est l'État et la loi. Pour l'instant, l'État, c'est un État séculier, et sa loi, c'est la loi des hommes, c'est pas la loi religieuse. Donc déjà, le rapport au texte, c'est un rapport qui concerne l'individu, mais qui ne concerne pas encore l'État. Je dis pas encore, je pense qu'il ne concernera pas l'État, mais enfin, je prends mes précautions. Et sinon, il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est qu'en réalité, il y a deux ordres qui se mélangent en permanence et qui va considérablement perturber l'analyse et le regard qu'on porte sur les sociétés arabes ou les sociétés arabo-musulmanes. Il y a l'ordre qui est l'ordre étatique, l'ordre normatif, qui est un ordre relativement séculier, s'agissant de la Tunisie. Et puis il y a un ordre qui est un ordre social, et moi j'ai appelé ça le consensus identitaire dans le livre. Et ce consensus identitaire, c'est pas du tout quelque chose qui est gravé dans le marbre de la loi. C'est quelque chose, c'est ce dont on parlait à propos de Wassila, quand elle disait qu'elle était sentimentalement contre, enfin qu'elle était intellectuellement pour le mariage indépendamment du critère religieux, mais sentimentalement contre. J'allais dire, cette schizophrénie et cette dualité, d'une certaine manière, elle nous traverse tous en tant que Tunisiens, et ça relève plus de la psychologie et de la psychanalyse que de l'analyse juridique ou de l'analyse politique. Ça a des effets politiques, mais voilà. Alors, ensuite, sur la question de la laïcité... La schizophrénie, elle est obligée quand il y a quelque chose de trop fort au sens de votre tête, en fait. Tous les systèmes un peu... Mais qu'est-ce qu'on fait? L'individu a ce schizophrénie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Toute la question de savoir ce qu'on fait. C'est politique, peut-être. Oui, d'accord. Mais deux questions. La question de la laïcité, je vais prendre les deux thèmes parce que je vous fais un petit aveu, je suis en train de travailler sur un autre sujet, un livre qui sortira bientôt sur la peine de mort en Tunisie. Donc je continue à triturer un peu les sujets qui font mal. Il y avait l'État et la religion, maintenant la peine de mort, et c'est assez lié. Si on avait posé la question de la laïcité par référendum au peuple tunisien, au moment des élections, êtes-vous pour ou contre la laïcité qui émancipe l'individu? Et êtes-vous pour ou contre la peine de mort? L'idée de laïcité aurait été enterrée par 99,99% des Tunisiens, et à partir de là, on l'aurait tuée pour les générations et les siècles à venir. Mettre le mot après... Attendez, madame, laissez... Ben oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité politique. Donc, j'allais dire, même si on a envie d'avancer vers quelque chose qui ressemblerait à une laïcité, il y a des mots qu'on ne peut pas employer, il y a des démarches qu'on est obligé d'adopter qui sont des démarches progressives, et s'agissant de la peine de mort, c'est la même question. Donc voilà, on ne peut pas non plus juger à partir d'un prisme qui est seulement un prisme européen et même français. Et ce prisme, j'allais dire, il nous habite. Moi j'avais commencé le livre, j'étais parti sur l'idée de dézinguer l'article 1er. Alors j'ai été peut-être victime du syndrome de Stockholm, aujourd'hui je me bats pour qu'il reste. Parce que réellement, ma réflexion... Voilà. Il faut se battre pour qu'il reste. Parce que la réflexion a évolué. Mais aussi, c'était une manière de tenir compte de cette réalité qui est la réalité historique, philosophique et la personnalité tunisienne. Et on est obligé de composer avec ça. Obligé. En politique, en tout cas. Ben, c'est la vieille distinction entre les mœurs d'un côté et les lois de l'autre qui était... établi déjà par Montesquieu vers 1740. Les mœurs suivant les lois ou les contrariants, ou les lois suivant les mœurs ou les contrariants. C'est une vieille question. En fait, ma question, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez qu'en gardant l'article 1 pour cette nouvelle constituante, enfin pour la nouvelle constitution, on peut garder le même modèle, le modèle bourguibien? Est-ce que vous pensez que finalement cet article qui est présenté presque comme un squelette du modèle bourguibien définit justement le modèle de la prochaine, du prochain cycle, on va dire, pour la Tunisie? Alors, question compliquée et qui nous ramène peut-être quelque part à la question de l'ijtihad et de la religion. Pourquoi? Quand on va prendre un verset coranique, n'importe lequel, il y a deux manières de l'aborder. Il y a une manière littéraliste, c'est-à-dire on s'arrête vraiment à ce qui est dit explicitement dans le verset, ou il y a une manière compréhensive. Et s'agissant de l'article 1er, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire. Il y a un consensus qui est un consensus très largement hypocrite et très largement factice, qui s'est fait autour de l'article 1er comme moindre mal,
C'est-à-dire que les défenseurs d'une islamisation des institutions ne voulaient pas aller plus bas que l'article 1er, parce que ça leur permettait d'éviter la laïcité et de jouer sur les ambiguïtés du caractère musulman de l'État pour pousser vers une islamisation des institutions, et d'un autre côté les modernistes qui auraient peut-être souhaité quelque chose d'encore un peu plus audacieux, qui se sont dit malgré tout cet article 1er c'est une forme de bouclier, il affirme le caractère civil et séculier de l'État, et ça nous va malgré tout, et on pourra continuer à vivre pacifiquement autour de ça pour encore les décennies à venir. L'article 1er, c'est pas simplement l'article 1er. L'article 1er, c'est un dispositif juridique, c'est le dispositif de l'islamité de l'État. Si on se bat pour garder l'article 1er et que l'article 1er reste sous la forme qu'on lui connaît, et ça c'est acquis, ça ne change rien au problème. Pourquoi ça ne change rien au problème? Parce que si dans les articles suivants de la Constitution, vous avez 15, 20 ou 30 dispositions qui se rapportent à l'islamité de l'État, avec par exemple un Conseil supérieur de l'islam qui a été abrogé, enfin, l'article 148 par exemple. L'article 148, etc. Donc vous allez augmenter l'enveloppe d'islamité de l'État, et une fois que vous aurez augmenté cette enveloppe d'islamité de l'État, quand le juge constitutionnel sera amené à se prononcer sur la constitutionnalité ou non de telle ou telle loi, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore, mais il existera, j'espère. Sinon, on aura vraiment raté notre révolution. Quand ce juge-là se penchera sur la question de que veut dire l'article 1er, comment on l'interprète, il va l'interpréter au regard des autres dispositions. Donc nous, aujourd'hui, notre combat en tant que modernistes, c'est une bataille de l'interprétation. La bataille de l'article 1er, elle est gagnée, parce qu'il va rester dans la Constitution. Maintenant, à nous de faire en sorte que notre interprétation de l'article 1er prévale par rapport à ceux qui disent tout l'article 1er, rien que l'article 1er. Et ça, c'est la version plutôt Ranouchi. Si je peux me permettre de rajouter autre chose, effectivement, c'est que c'est la bataille. Alors, il y a eu des débats avant les élections sur la nature de l'article 1er. Et il y avait eu deux propositions principales. Soit le changer à la marge, mais c'était un changement essentiel, c'est-à-dire la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est la religion de la majorité de ses citoyens, sa langue est l'arabe et son régime la République. Bon, mais évidemment, ce qui eût été, disons, une photographie de la réalité tunisienne, bien entendu, mais ce qui était inacceptable par une majorité. Il fallait continuer à dire l'islam est la religion de la Tunisie. Non pas de tous les Tunisiens, mais ça veut dire l'islam est la religion de la Tunisie. C'est comme ça. Donc c'était une concession faite par les laïcs en disant bon, on ne peut pas. Alors il y avait une autre proposition aussi pour le désacraliser d'une certaine façon, c'est-à-dire ne plus en faire l'article 1, mais en faire l'article 15 ou, voilà, ou l'article 18. Voilà. Absolument. C'est-à-dire de le mettre dans les mêmes termes, mais ne plus lui donner cette symbolique en l'insérant à l'intérieur des articles de la Constitution. Et en faisant précéder par une déclaration des droits qui affirmerait justement la souveraineté de l'individu. Voilà, tout à fait. Donc c'était deux propositions dans ce sens, c'était celle du projet d'Ariad de Nacho et celle du projet de Stone. C'était les deux qui voulaient l'insérer comme ça en article 18, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement dangereux, c'est tout ce qui vient consolider dans l'actuel avant-projet de Constitution, tout ce qui vient consolider une lecture de l'article 1er qui serait l'islam est religion d'État. C'est pourquoi je parlais de l'article 148, parce que l'article 148 de l'actuel avant-projet fait la liste de tous les sujets qui ne peuvent pas être susceptibles d'une réforme de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la Constitution. Et dans cet article 148 qui donne, disons donc, tout ce qui est au-dessus de la Constitution, c'est le fait que l'islam est religion d'État. Et donc là, l'article 148 annule totalement l'ambiguïté de l'article 1er. Et donc il faut se battre aujourd'hui pour l'abolition de l'article 148, pour qu'il ne figure pas dans le projet de loi final, ça c'est extrêmement important. Je vais me faire l'avocat du diable une seconde, mais cet article 148 pose... Alors moi aussi je suis complètement opposé à l'idée, parce que justement en 59, il n'y avait pas de disposition intangible dans la Constitution. Voilà. La seule disposition à valeur supraconstitutionnelle, c'est le caractère républicain de l'État. Plus de monarchie. Ça, là, il y a une série là, maintenant, il y en a 6. Et on reprend le caractère républicain de l'État. Il y a l'islam, religion de l'État, ou d'État, bon, cette ambiguïté, malheureusement. Mais il y a aussi l'affirmation du caractère civil de l'État. Alors, bon, c'est-à-dire que le compromis se déplace de l'article 1er à l'article 148.
Voilà, c'était juste pour rajouter... Oui, mais le caractère civil de l'État, oui, certains disent, ambigu. C'est très ambigu, parce que c'est pas seulement par rapport aux religieux, c'est par rapport aux militaires également. Parce que c'est Daoula Madani à Daoula Askari, donc on peut très bien faire une lecture tout à fait différente du caractère civil de l'État et le déplacer du champ religieux au champ militaire. Et donc, ça permet, le caractère civil de l'État n'est pas une garantie. Voilà. Parce qu'on peut très bien dire, c'est ce que disent certains d'ailleurs qui introduisent la charia, etc., dans leur constitution comme l'Égypte, en disant que l'Égypte est un État civil, dans la mesure où il n'est pas gouverné par un clergé. Et qu'un État non civil serait simplement un État gouverné par un clergé, et comme dans l'islam sonnite, il n'y a pas de clergé, etc., etc. Donc ça ne suffit pas comme garantie, le caractère civil de l'État, à mon sens. Ah non, non, tout à fait, mais je le précisais juste. Moi, je vais profiter d'avoir le micro pour vous poser une question sur une autre partie de l'article 1. Il est dit « l'arabe est la langue de l'État tunisien ». Or, Bourguiba lui-même s'exprimait énormément en français, autant non, pas autant. Le peuple tunisien s'est toujours exprimé en arabe dialectal. Il s'est beaucoup exprimé en français, il a écrit, je crois, aussi en français. Les 3 livres que nous présentons ce soir sont écrits en français. C'est encore peut-être une question qui reste, j'ai l'impression, jusqu'à la Tunisie contemporaine, c'est une question de la langue. Quelle langue est-ce que c'est le tunisien, l'arabe littéral, le français? Alors, il y a eu dans les projets de constitution tout à fait récents, là, pour la constitution actuelle, un mouvement qui désirait mettre que l'arabe était la langue officielle. Ce n'était pas la langue de la Tunisie, mais la langue officielle de l'État tunisien. Et limiter l'arabe à dire c'est la langue officielle de l'État tunisien, ce qui permettait, en fait, si c'était la langue officielle de l'État tunisien, d'introduire d'autres langues, dont le français, mais dont aussi l'arabe. Parce qu'il y a, depuis la Révolution, alors que c'était une question qui avait été totalement ensevelie en Tunisie, dans la mesure où les berbérophones sont une marge tout à fait infime par rapport à l'Algérie et au Maroc, mais il y a eu depuis la Révolution 2 mouvements amazighes. Par exemple en Tunisie, bon, les berbérophones doivent représenter à tout casser 1% de la population tunisienne aujourd'hui, à peu près, mais qui disent après tout, qui militent pour la restauration de l'enseignement de la langue amazigh, etc. Donc c'est pas seulement par rapport au français. Donc, mais disons que Bourguiba certes parlait un français parfait, il ne s'est jamais adressé aux masses en français. Jamais. Mais la Tunisie de 1956 et la Tunisie d'aujourd'hui sont 2 Tunisies linguistiquement totalement différentes, qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. La Tunisie d'aujourd'hui est une Tunisie arabophone dans sa quasi-intégralité. Même si, et une Tunisie où on ne parle pas le français, on le baragouine, en gros. Hein. Bon, alors évidemment, la littérature, enfin quand je dis littérature, je ne vais pas dire romanesque, le fait nous place d'ailleurs presque, je dirais, comme marginaux. Bon, c'est parce que, bon, d'abord les Tunisiens ne lisent pas, mais ça c'est plus particulièrement tunisien, malheureusement ça devient à peu près universel, ou lisent très peu, et les Tunisiens lisent très peu en français, très peu, incontestablement. Donc effectivement, ce sont malheureusement, et c'est pour ça que moi je milite depuis longtemps pour une généralisation de la traduction. Il y a très peu de traduction vers l'arabe, comme il y a peu de traduction vers le français d'ailleurs. Il n'y a pas de fluidité linguistique en Tunisie, ce qui est, me semble-t-il, très grave. Mais je le disais d'ailleurs avant que le débat ne commence, moi, un de mes plus chers souhaits, c'est que ce bouquin soit traduit en arabe. Voilà. Parce qu'effectivement, les gens lisent très peu le français. On n'est plus du tout dans la Tunisie. Ça a commencé à la fin de l'époque bourguibienne, cette arabisation, qui était une arabisation de type idéologique, parce que bon, que le français n'ait plus un statut hégémonique dans la Tunisie indépendante me paraît relativement naturel. C'est pas, la contestation ne se situe pas à ce niveau. Mais quand il a fallu lutter contre la gauche et la marginaliser, on a arabisé parce qu'on a changé les programmes d'enseignement. On n'a pas seulement changé la langue dans laquelle on enseignait, mais on a remplacé Voltaire par Razali, en gros, pour aller vite. Mais c'est un peu ce qu'on a fait. Donc remplacer Voltaire par Razali, ça a des conséquences idéologiques et politiques quand même relativement importantes. Et on est là, la jeunesse tunisienne, c'est la génération de Razali, c'est pas la génération de Voltaire.
Si on avait enseigné Voltaire en arabe, je n'y aurais vu absolument rigoureusement aucun. Voltaire ou Ibn Rushd d'ailleurs, hein, c'est pas. Bien sûr. Mais de ce côté-là, la Tunisie a un immense retard à combler. Mais il y a eu toute une. Il y a un petit débat relativement marginal, mais sur la pluralité linguistique. Et aussi sur parce que la pluralité linguistique, c'est pas entre l'arabe et les autres langues, c'est aussi quel est le statut de la derja et quel est le statut de l'arabe classique. Donc c'est à plusieurs tiroirs. Oui, bah alors, sur cette question du français, de l'arabe, sommes-nous des extraterrestres? La réponse est oui. Mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut produire, quelle que soit la langue. S'agissant des éditeurs, ils sont extrêmement réticents par rapport à tout ce qui est arabe et par rapport à tout ce qui est traduction. Ils expliquent, et je pense qu'ils ont leur raison, parce que c'est leur métier, c'est aussi leur gagne-pain, ils disent qu'on le veuille ou non, c'est plus ou moins le même public, peut-être un public un tout petit peu plus large en français, ce qui est paradoxal quand on sait que 99% des Tunisiens sont défrancisés. Complètement, mais sur ce 1%, le public pour les essais et les livres en français est peut-être un peu plus important. Et de toute façon, si on traduit, sauf si on réussit un buzz considérable, on va toucher le même public. Donc les gens, de toute façon, l'auraient lu ou en français ou en arabe et ils ne vont pas acheter la traduction. Voilà ce qu'on nous répond. À mon avis, c'est un peu du défaitisme, mais enfin, ça c'est un peu le problème aussi de tous les éditeurs. C'est qu'ils sont d'abord défaitistes avant d'essayer de créer de nouveaux marchés. Maintenant, sinon, la question de la langue, c'est évidemment une question explosive, et c'est une question qui est plus ou moins liée et indexée sur la question de la religion. Et de l'identité. Et de l'identité. Parce que l'article 1er, en fait, c'est quoi? C'est un dispositif juridique, c'est le dispositif de l'islamité de l'État, mais c'est aussi une formule identitaire. Et c'est d'abord une formule identitaire, et c'est cette double nature. Donc en fait, le dispositif juridique, il peut tendre globalement vers le sécularisme et vers le libéralisme. La formule identitaire, elle est beaucoup plus ambiguë, et les ambivalences, elles se logent bien davantage dans la formule identitaire qui est énoncée par l'article 1er que dans les effets de droit qui sont créés par cet article 1er. Et c'est une question qui est explosive, et c'est une question sur laquelle, en plus, pour être tout à fait honnête, on est sur la défensive. Monsieur Méniche. Oui, monsieur Méniche. Désolé de relancer un peu un débat qui nous anime depuis longtemps, mais cette histoire de bilinguisme, ne pensez-vous pas qu'en fait, c'est une trahison ou un reniement de l'un des piliers du modèle de société de Bourguiba? Bourguiba avait réussi à un certain moment, peut-être sans le dire d'une manière aussi formelle, tout en étant attaché à la culture arabe, à la civilisation arabe, a maintenu comme étant un apport de l'histoire. La langue, c'est lui quand même qui se passait son temps à réciter à tout vent la mort du loup et ainsi de suite. Bon, donc il faisait étalage un peu de sa culture française. Ça, c'est un aspect du reniement, pour moi, de l'apport du modèle de société de Bourguiba. Le français a été un élément de libération, du point de vue de l'indépendance, de libération des esprits tunisiens, des esprits de manière générale. Alors, le renier, à mon avis, c'est une histoire qui a commencé avec Mzali. Bourguiba avait réussi à créer un profil type du Tunisien moyen qui était parfaitement bilingue, qui était parfaitement biculturel, biculturé, et surtout, qui vivait ça comme qui donnait un profil tout à fait authentiquement tunisien. Point. Tunisien. Ni occidentalisé, ni arabisé. Tunisien, point. C'était un profil tout à fait spécifique, qui était fait d'ouverture, qui se sentait... Moi, bon, je suis parfaitement arabophone aussi, donc quand je faisais mes études, je rigolais avec mes copains français en leur disant, moi, je suis plus riche que vous. Moi, j'ai accès à Razali et à Montanabé, et en même temps à Voltaire. Vous êtes ignorant, vous avez une certaine cécité intellectuelle et culturelle. Alors, Mzali a introduit les germes
de la crise d'identité en posant la question subitement au début des années 80, en disant, au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est assis entre deux chaises, est-ce qu'on est arabe ou est-ce qu'on est occidentalisé? Bon. Et là, c'est criminel. C'était un premier crime contre le modèle de société de Bourguiba. Évidemment, après, ça s'est développé. Mais alors, écoutez, allez demander à un médecin aujourd'hui de vous faire une ordonnance en arabe. Allez, il y a toute une série. Les correspondances seulement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense sont totalement en arabe. Et tout le reste communique encore en français. Non, la justice aussi. Ou la justice, oui, pardon. Bon, donc c'est une hypocrisie monumentale et ça fait partie là du système que Nada veut mettre en place. Le reniement de Bourguiba passe par une uniformisation dans la pensée et dans la culture, dans son acception linguistique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, on a des réactions physiques à tort, parce qu'on ne le regrettera pas après. Cette uniformisation est criminelle, réductrice, et c'est la meilleure façon de néantiser ce à quoi nous sommes attachés, un modèle de société plus ouvert, plus riche et multiple. C'est vraiment, ça me peut paraître une question fondamentale sur laquelle on fasse un peu par commodité, pour éviter, pour privilégier les débats plus importants peut-être, qui ont trait à la religion, à la charia, tout ça, mais occulter cet aspect-là, à mon avis, à ce stade-là, est tout aussi grave. Moi, je dirais seulement deux choses. Vous avez parlé de Mzali, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où mais Mzali était ministre de Bourguiba, et Bourguiba a laissé faire. Pourquoi? C'est une question importante. Non seulement il a été ministre de l'Éducation nationale... On peut l'expliquer. Je sais, mais tout de même la question mérite d'être posée. Non seulement il a été ministre de l'Éducation nationale pendant des années, mais il a été Premier ministre pendant 6 ans. Donc, tout de même, et donc il a pu effectivement déployer. Par ailleurs, il y a en Tunisie aujourd'hui, qui est le résultat peut-être, mais un nationalisme linguistique tout à fait. C'est-à-dire que quand vous avez une tête de Tunisien, il faut que vous parliez en arabe, ou sinon on vous dit mais pourquoi tu parles une autre langue? Donc il y a un véritable nationalisme linguistique, beaucoup plus fort d'ailleurs qu'au Maroc ou en Algérie, paradoxalement. Alors que le nationalisme algérien mais le nationalisme linguistique tunisien, peut-être parce que le Maroc et l'Algérie sont des pays bilingues, sans parler du français, il y a l'importance de la nazir, puisque 40% minimum des Marocains sont des locuteurs du tamazigh et au moins 25% des Algériens. Donc peut-être que cette pluralité linguistique fait que le nationalisme linguistique est moins fort en Algérie et au Maroc, mais il est d'une force étonnante en Tunisie, le nationalisme linguistique. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Voilà, donc c'est les deux... Il y a beaucoup à dire. J'accapare juste la parole, j'aime bien les micros. Donc, non, mais juste pour rebondir sur les langues, il faut quand même rappeler une chose. L'arabe a été, enfin la conservation, le réflexe de survie de la langue arabe a été un outil fondamental dans la lutte contre le colonialisme. Aujourd'hui, ce n'est pas anecdotique. Un, et deux, j'ai envie de poser une question bête et stupide. On ne demande pas aux Français de parler une deuxième langue. Donc, l'uniformité d'une langue, c'est un symbole fondamental de souveraineté. Il y a très peu de pays, sinon les pays à forte minorité, où on a plusieurs langues officielles. Oui, effectivement, la Yougoslavie à l'époque. À quoi ça a mené? La Suisse, c'est un cas particulier. Non mais très bien. Non mais là, j'ai bien parlé de minorités importantes. La Tunisie, par bonheur, n'est pas le Liban. La Tunisie n'est pas une mosaïque. Et n'est pas la Suisse non plus. Non, la Tunisie n'est pas le Liban. Non, mais je veux dire, on n'a pas les guerres civiles qu'ont eu le Liban. Pays que j'adore par ailleurs, mais ce n'est pas une mosaïque au sens libanais du terme. Donc c'est une donnée fondamentale. La deuxième chose, qui est aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, en Tunisie, il y a un double problème linguistique.
comme dans tout le monde arabe. Le vrai problème franco-tunisien, français-tunisien est secondaire. Le vrai problème, c'est arabe littéraire, arabe parlé. Il faut juste comprendre une chose, c'est que jusqu'il y a un an, 70 à 75% de la population ne comprenait pas ce qui était dit dans le 20h, qui était le carrefour de la réception des informations sur la vie publique. Pourquoi? Parce que ce qui était dit dans le 20h n'avait pas de sens. Parce qu'on utilisait une langue qui était la langue de l'école, du lycée, des administrations, mais qui n'était pas la langue du peuple. Ça, c'est déjà, la derja est déjà un enjeu énorme, un enjeu de société énorme. Et c'est aussi, il y a un nationalisme là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui disent, sont ultra minoritaires, enfin pas ultra, mais qui disent il faut créer une grammaire de la derja. Taha Fezar le fait très bien, parce qu'il y a une autre langue. Aujourd'hui, dans le langage parlé en Tunisie, si vous dites je veux acheter une chaussure, vous ne dites pas je veux acheter hidher, qui est le mot arabe de l'arabe littéraire, mais sabat, qui est un mot d'origine espagnole, puisqu'on dit sabat. Donc c'est toute la richesse, et ça c'est encore un autre débat. Le français aujourd'hui est secondaire, sauf que cette langue-là n'a pas de grammaire, donc est une langue paradoxalement très vivante et morte à la fois. Et la deux, et je vais juste terminer par... C'est pas une langue de culture. Si. Non. Bah, ça veut dire qu'il y a une littérature en déjà quand même. Il y a une littérature en déjà. Non, et puis toute la musique. Toute la musique, tout le chant tunisien, c'est chanté en tunisien, pas en tunisien. Et la troisième chose, juste petite donnée importante sur le français, et c'est un véritable clivage. Le problème, c'est que le français a été la langue des élites en Tunisie. Et que le soulèvement de 2011 a très clairement marqué qu'il y avait une véritable rupture. Et ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'il y a, parmi mes amis présents dans cette salle, plusieurs personnes qui se sont mis à l'arabe depuis le 14 janvier pour comprendre ce qui se passait dans la société. Parce que la révolution, elle s'est faite dans un langage facebookien, une sorte de novlangue et tout, mais elle s'est faite dans le peuple en arabe. Le dégage s'écrit dégage. Les gens savent l'écrire dégage. Le dégage, ça veut dire le dégage. Oui, mais je suis d'accord, parce que le dégage est tunisois, est tunisien. Il n'est ni arabe ni français. C'est de la dégage. Donc voilà. Donc, une fois avec Seb, je me rappelle quand il travaillait à Jeune Afrique, il avait fait un truc, enfin on réfléchissait à un truc. Tous les enfants d'un des gouvernements Ben Ali, je ne sais plus, c'était en 2007 ou en 2008, tous étaient à la mission française. Tous, sans exception. Où est-ce que ça se passe, ça? Ça se passe en Tunisie, en Algérie, au Maroc, allez, un peu au Liban. Mais dans les pays souverains, ça ne se passerait pas comme ça. Les ministres en France ou en Espagne ou en Italie n'envoient pas leurs enfants à l'école américaine ou à l'école française. Enfin, l'école française. Bon, ben là, on est sorti du sujet. Non, attendez, moi je suis pas d'accord pour qu'on fasse un débat sur la langue, c'est pas le sujet. On peut le faire dehors. Mais là, on débat. C'était du français. Et les gens l'ont dit comme ça pour une raison très simple. C'est que lorsque deux Tunisiens, qui n'ont jamais même fait d'études en français, moi je suis syndicien et fier de l'être, j'ai aucun complexe par rapport à l'arabe. Par rapport à l'arabe, donc au contraire, plus j'avance en âge, plus je découvre les beautés de la langue arabe. Mais lorsque deux Tunisiens, vous les prenez comme ça, à part sur le vif, quand ils parlent entre eux, il y a toujours 5-6 phrases en français qui sortent sans se rendre compte. Alors ne faisons pas de démagogie, ni de complexe. La génération qui a ramené l'indépendance était parfaitement bilingue. Et c'est le français qui les a aidés à se libérer ne parlez pas de colonialisme alors. Je vous remercie pour cette polémique, c'est une belle façon de finir la soirée. Je vous invite à continuer le débat dans le débat en retour. Merci à vous.